Bon, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez que le film d'aujourd'hui n'est pas très joyeux, mais il se passe à Saint-Sylvestre, donc c'est raccord. Bonne année 2023 ? Michel Audiard. Allez trouver plus grande référence pour les gens dans l'écriture de films français comiques. Si on parle aux gens de Michel Audiard, la plupart penseront sans doute à certaines comédies cultes, les tontons flingueurs, les punchlines éternelles. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. C'est un ancien critique de cinéma, et en 1949, André en fait encore une belle en lui confiant le scénar de Mission à Tanger. La machine est lancée, pendant pas loin de 40 ans, Michel Audiard devient scénariste et dialoguiste d'une telle profusion de succès que c'en est presque insultant pour les autres scénaristes voulant se faire un nom. Après, il sera aussi réalisateur de quelques-uns de ses propres scénars et... Ouais... Rien n'est totalement acheté, mais rien n'est super non plus, ni le diptyque avec Annie Girardot, ni Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Et non, ce n'est pas un film sur tous les personnages joués par Jean Lefebvre dans sa carrière. Mais c'est vrai que ça porte à confusion. Mais à vrai dire, pour être très franc avec vous, ce ne sont pas ces comédies que je préfère. Je ne suis même pas si fan des tontons flingueurs. Et je préfère même les barbouzes, qui surfaient pourtant sur le succès des tontons, sans en être une suite stricto sensu. Désolé, je sais que c'est un sacrilège pour certains d'entre vous, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, ces drames me semblent plus intéressants. J'ai vu une 60aine de films écrits ou coécrits par Audiard, et quand je regarde mes favoris, il y a des comédies oui, mais les drames phagocytent la plupart des places. Pour moi, il faut vraiment rendre hommage aux drames qu'il a écrits ou adaptés. Certains sont vraiment excellents, j'en ai plusieurs que je compte faire dans Ciné France un jour. Mais pour commencer donc, on va parler de Garde à vue aujourd'hui. Je confirme ce que je disais en préambule, ce n'est pas gay comme film, hein, mais putain qu'est-ce que c'est bien! Certes, le nombre de Ciné France 25 est encore relativement modeste, mais ça reste un des meilleurs films que j'ai traité jusqu'ici. Vraiment. Soit dit en passant, ça m'a turlupiné alors il faut que je vous le dise, j'ai appris en fin d'écriture qu'une édition Blu-ray sortie il y a 6 ans offrait beaucoup d'infos sur les coulisses du film, mais perso j'ai juste le simple DVD et utilisé une demi-douzaine de bouquins pour me documenter. Donc désolé si jamais j'aurais regurgité trop d'infos de ce Blu-ray sans le savoir. Vous êtes un voleur, un vulgaire voleur. Ce point étant fait, allons-y. Si on se replace à l'époque, on est au tout début des années 80, et depuis des années, Michel Audiard aligne les succès avec ce qu'il appelle les films à gagner des sous. Alors, il écrit aussi des dialogues de films policiers sombres, mais avec sa formule principale, il se laisse parfois aller à la facilité. Les répliques de films rigolos, simples, souvent courts, avec des dialogues généralement assez réussis, parfois moins dans l'ensemble mais au moins avec des fulgurances, et quelques têtes d'affiche revenant fréquemment, histoire de sécuriser les entrées. On retrouve souvent les mêmes noms dans les comédiens principaux, Belmondo, Annie Girardot, Marlène Jobert, et pour les seconds rôles, Bernard Blier, André Pousse. Tard dans sa carrière, il reconnaîtra lui-même que si c'était à refaire, il s'y prendrait autrement et sélectionnerait mieux ses projets. Et c'est là qu'entrent en scène ses amis les Rossignol, Suzanne et Jean Rossignol. Vous le savez peut-être, depuis 1945 existe la série de livres Série Noire, des romans noirs qui sortent à la pelle, encore de nos jours, bien que le nombre de sorties annuelles soit plus calme qu'à une époque. On a pu atteindre 50 par an. Or, les Rossignol sont spécialistes pour trouver les bonnes histoires adaptées, celles qui ont le plus de potentiel. Pas seulement dans la série noire du reste, mais ils seront pourvoyeurs de la base de plusieurs de ses futurs projets, comme par exemple Espion lève-toi. Or, à l'époque, paraît le roman Brainwash, renommé À table dans nos contrées, du britannique John Wainwright. C'est difficile à prononcer ce nom. L'histoire d'un notable de province convoqué par la police durant la nuit du Nouvel An pour éclaircir quelques points d'une enquête sur un double meurtre. Les Rossignol envoient donc l'histoire à Michel Audiard avant même la parution française. Il y avait longtemps qu'il voulait tourner un huis clos avec beaucoup de dialogues. C'est l'occasion, il achète les droits pour À table et va monter le film. Oui, ne vous fiez pas à ce que dit Wikipédia, c'est bien Michel Audiard, grâce aux Rossignol à la base, c'est vrai, qui est vraiment le fer de lance du projet. Audiard ayant déjà fréquemment écrit les dialogues de films produits par la société Ariane, il se tourne vers eux aussi pour produire le futur film. Avec Georges Dansigers, cofondateur de la société, ils se mettent en quête d'un réalisateur. Il pense notamment à Pierre Granier de Fer, autre réalisateur dont il faudra que je parle un jour décidément, mais il est encore occupé sur Une étrange affaire. Ils vont donc chercher une génération un peu plus jeune, mais Costa Gavras et Yves Boisset refusent aussi. Il propose alors à Claude Miller, qui a fait ses armes auprès de la Nouvelle Vague, réalisateur relativement inexpérimenté dont les deux premiers films n'ont pas été de gros succès commerciaux, mais que je vous conseille malgré tout. Miller du coup lit le livre, l'apprécie et accepte. Ce qui est drôle, c'est que plus tard dans la presse, certains vont se demander pourquoi il est allé chercher Audiard pour les dialogues de son film, lui qui a fait ses armes auprès de la Nouvelle Vague, et diront, après de rigoureuses recherches apparemment, que Miller s'est découvert un dialoguiste efficace, vigoureux et corrosif. Sauf que c'est exactement le contraire qui s'est produit, Audiard est allé le chercher. Pour le rôle de l'inspecteur Gallien, après le refus d'Yves Montand, Lino Ventura est approché.
Notre ami Gabin disait toujours en parlant du cinéma, le cinéma c'est d'abord une histoire, deuxièmement une histoire, troisièmement une bonne histoire. Appréciant l'histoire et appréciant Claude Miller après l'avoir rencontré, il accepte le rôle. Et je réalise que je vous ai souvent parlé de Ventura en 25 épisodes, comme si j'étais ultra fan alors que non, j'apprécie cet acteur, y a pas de souci, mais normalement si je puis dire. Pour Martino, le rôle échoue à Michel Serrault, ce qui signifie qu'après Martinet dans Le Viager, Michel Serrault va jouer Martino dans Garde à vue. Mais en se basant sur la vie de l'acteur, Martino va évoluer. Dans le roman, c'est un pauvre gars déjà usé par la vie, qui arrive devant le flic déjà perdant. Le scénario va faire passer le petit homme sans envergure du roman au notable spirituel qui n'hésite pas à tenir tête aux policiers, à les provoquer parfois, à se rebiffer en tout cas. Non, vous tapez tout. Les questions et les réponses. Elles sont tellement ignobles, vos questions, que vous en avez honte. C'est pas vrai, peut-être? D'ailleurs, c'est Michel Serrault en personne, qui était passionné par le rôle, qui propose que Martino soit en smoking, bon pour l'aider à construire son personnage. Même si ça n'était pas forcément le but de départ, ça permet d'afficher aux yeux du flic qui n'est pas du même milieu social. D'ailleurs, on doit l'appeler Maître Martino. Audiard lance du coup à Michel Serrault que la prochaine fois, il ne lui enverra pas un script, mais un costume. Mais comme je l'ai dit, Audiard s'attelle surtout au dialogue. Le scénario sera écrit par Claude Miller, aidé de Jean Herman, scénariste de succès comme Flic ou Voyou, ou Le Guignolo avec Belmondo. Puis Audiard remanie les dialogues. Pourtant, à un moment donné, il prend un certain retard. Ventura aimant vraiment cette histoire et se disant qu'il doit être en train de travailler sur un autre film au détriment du sien, possiblement le professionnel, il n'hésite pas à monter la garde dans le hall de l'hôtel où Audiard écrivait généralement. À un moment, Audiard sort de sa chambre, Ventura lui dit gentiment mais fermement d'y remonter pour travailler. Et Audiard est surpris, mais il obtempère, et il livre ses dialogues en 3 semaines, une vitesse traditionnelle pour lui. Dialogue encore travaillé par Miller, qui ne veut pas que les répliques soient trop verbeuses, trop écrites, en 2 mots, pas naturelles. Non, il veut quelque chose de sobre, et au final, si ces changements ne plairont pas forcément à Audiard, ils vont tout de même bosser en bonne intelligence. Miller fait même un storyboard, fréquent aujourd'hui, moins à l'époque dans notre cinoche. Donc oui, c'est évident qu'ils ont tourné dans un décor. Très bon décor d'ailleurs, mais un décor quand même, pas une vraie gendarmerie, même pas une ancienne, aujourd'hui désaffectée, comme certains films l'ont fait. C'est nécessaire dès l'étape du storyboard pour avoir plus grande liberté dans les allées et venues des personnages. Le tournage démarre le 27 janvier 1981, et Ventura va se montrer encore plus impitoyable avec les textes d'Audiard. Je me souviens que les 2 ou 3 premiers jours de tournage, vous savez, c'était un décor surélevé, j'avais l'impression de monter sur un ring. Le producteur Alexandre Mnouchkine va témoigner du fait que Lino coupait des phrases entières quand il estimait que son personnage n'avait pas à parler, ce qui faisait enrager Michel Audiard au point qu'il avait envisagé de faire retirer son nom de l'affiche. Le professionnalisme de Lino va jusqu'à faire appeler Michel Serrault monsieur en dehors des prises pour garder une certaine distance. Oui, il faut dire que sur presque 7 semaines de tournage, ils vont en partager 4,5 dans la même pièce. On peut aussi mettre ça sur le compte du fait que les 2 comédiens étaient des grands timides. Lino Ventura, qui l'air de rien, devient bientôt admiratif du travail de Michel Serrault, toujours insatisfait et qui veut donner le meilleur de lui-même. Alors je vous demande pourquoi rentrer chez vous? Ben je ne sais pas, j'étais sous le choc, voilà. Alors je vous demande pourquoi rentrer chez vous? Mais j'étais sous le choc. Mais j'en sais rien, j'étais sous le choc. Michel Serrault qui a dit un jour, en substance, que le public ne se souviendrait de lui que pour 2-3 films, et des comédies, malgré tous ses efforts pour ne pas rester uniquement dans ce registre. Mais en tout cas, ce film le prouve encore, qu'est-ce qu'il est bon dans les rôles dramatiques. Durant le tournage, Lino Ventura tombe vite sous le charme de Romy Schneider, là où, en revanche, les relations de cette dernière avec Michel Serrault sont plutôt fraîches. Romy Schneider alors fatiguée, en instance de divorce, en dépression depuis quelques années, et qui, peu après le tournage, devra subir une opération consistant quand même à lui enlever un rein à cause d'une tumeur. Fatiguée, elle refuse quand même de s'arrêter de tourner, et pour son personnage, la femme de Martino qui ne s'entend plus avec son mari, elle s'est coiffée d'un chignon pour se donner un air plus austère. On retrouve également Guy Marchand dans le rôle de l'inspecteur Belmont, collègue de l'inspecteur Gallien, qui s'emploie à consigner l'échange entre les 2 protagonistes, et à intervenir de manière plus ou moins opportune. En attendant, à l'image, le personnage de Martino reste coincé entre les 2, comme un étau qui se resserre. Du côté des visages un peu connus, on a également Pierre Maglon dans son, à vue de nez, disons 3471e rôle de flic, et puis un petit coucou de la future chanteuse Elsa, qui avait 7 ans et demi à l'époque, 6 ans avant qu'elle n'accède à la célébrité avec cette chanson. Il est parti trop tard, on n'ira plus au ciné tous les 3. J'ai déjà un petit peu abordé le pitch, revenons-y un peu plus précisément. Donc, on a le notaire Jérôme Martino qui est interrogé par l'inspecteur Gallien sur le meurtre de 2 fillettes. Martino qui a découvert un décor est bien vite suspecté. Leurs échanges sont vraiment passionnants. De l'arrivée des personnages jusqu'au fin mot de l'histoire, Garde à vue est censé se dérouler sur 10 heures, du début de soirée jusqu'à l'aube. On ouvre avec de la pluie sur un toit, et notez comme la caméra nous feinte dès son premier mouvement. On semble se diriger vers les policiers fêtant le nouvel an, mais non, la plongée se fait vers une pièce vide, où va se dérouler le huis clos. Car oui, c'est un huis clos en dehors de quelques flashbacks et peut-être point à la ligne. Oui, c'est un peu ambigu de savoir si certains passages sont des flashbacks, ou si c'est la représentation que l'inspecteur s'en fait.
En tout cas, le souhait de Claude Miller a été respecté, la sobriété est de mise. Dans tout ça, l'intérêt du film est multiple. Déjà, il y a un rapport de force en constant changement. On a Martineau en costard tout le temps, quand l'inspecteur arrive tout simplement en se protégeant avec sa serviette, comme s'il n'avait pas les moyens de s'acheter un simple parapluie. Là où le notaire se permet des familiarités et où l'inspecteur reste affable au départ, les choses vont se durcir. Le suspect se plaçant lui-même d'abord au niveau des êtres d'exception, solide comme un roc et implicitement se pensant à l'abri du fait de son statut, puis quand la situation se tend, quand on lui met la pression, il se dépeint soudain comme le type plus faible qu'il n'y paraît, persécuté par les gens jaloux qui aiment voir tomber les petits bourgeois de province, par sa femme, par qui vous voulez. Ment-il ? S'il ment, est-ce parce qu'il a tué ou pour d'autres raisons ? Je vous dirai simplement qu'on sera fixé sur sa culpabilité ou son innocence, mais en fin de film seulement, même s'il faut savoir que la fin était plus ouverte à l'origine. Autre intérêt pour le spectateur, se faire son opinion sur cette question au fur et à mesure. Martineau a plusieurs visages, et dans un exercice comme la garde à vue, où les policiers veulent faire avouer leur suspect, ça donne une étude de caractère vraiment passionnante à voir. Difficile d'apprécier le personnage, même s'il s'avérait innocent. Sa femme qui se présente au commissariat, mais a une discussion avec l'inspecteur en dehors de sa présence, ajoutant une couche de complexité à l'ensemble. Et évidemment ce n'est pas innocent, notez qu'on les découvre de la même façon. Le tout face à l'inspecteur Gallien, présenté comme un policier à cheval sur le règlement, consciencieux, qui sait allier la fermeté à la douceur. Un peu à l'instar d'un Columbo, l'air de rien, il parvient à cuisiner son suspect en l'ayant mis assez à l'aise avec des banalités. Vous êtes marié, monsieur l'inspecteur? Oui, je l'ai été. 3 fois. Il paraît que je suis très chiant. Pendant que ses collègues ne font pas vraiment avancer les choses. La différence quand même avec Columbo, en plus de s'être payé un vrai costume, c'est que, incertain de la culpabilité de son suspect, il semble se complaire dans le fait d'en avoir un en face de lui, et se moquer de savoir si, oui ou non, c'est le bon. La vérité serait secondaire. Mais là où je dis « il semble », c'est que là encore c'est ambigu, là encore c'est incertain. Le film est ouvert sur certaines interprétations. Et encore un autre intérêt, il y a leur performance individuelle bien sûr, nuancée et subtile, mais aussi le fait qu'ils n'aient jamais tourné ensemble, même en y ajoutant Guy Marchand et quelles que soient les combinaisons que vous faites. Pour l'anecdote, on notera que Michel Serrault, Lino Ventura et Romy Schneider, leurs premiers films respectifs sont tous sortis la même année en France, en 1954. C'était vraiment très intéressant. Ici, ce sera l'occasion d'avoir enfin réuni des stars de leur époque. Surtout Ventura-Serrault, les rôles principaux dans ce film, et qui ont le plus d'échanges. Ces deux têtes d'affiche au sommet de leur gloire, enfin face à face. Mais aussi ces deux derniers face à Guy Marchand, et Ventura face à Romy Schneider. D'ailleurs, ce sera l'avant-dernier film de Romy Schneider. Le tournage s'achève le 13 mars 1981, et comme je vous l'ai dit, en mai, elle a dû subir l'ablation d'un rein. Le 24 juin, elle assurera la post-synchro du film, elle ira au studio de doublage avec son fils, qui mourra accidentellement 11 jours plus tard, et l'actrice elle-même décédera moins d'1 an plus tard. En attendant, pour ce film, la presse va saluer sa prestation, et à juste titre, il faut le dire. La musique est signée Georges Delerue, compositeur de films extrêmement productif depuis une trentaine d'années et pour foule de grands succès. Il a signé presque toutes les musiques des films de Truffaut, c'est quelque part logique qu'on le retrouve sur un film de Miller, quand ce dernier était pour rappel l'assistant de Truffaut. Il signe une BO discrète, telle une musique de carrousel pas vraiment triste mais assez froide et mélancolique. Bouclé en 1h23 seulement, le film sort le 23 septembre 1981 et est un vrai succès, avec plus de 2 millions d'entrées. Et en passant devant le cinéma du coin, j'ai vu mon affiche. Prochainement, garde à vue. Elle était bien, j'étais content, mais jamais on m'a demandé mon avis, non. Et lors de la cérémonie des Césars 1982, nommé 8 fois, il remporte un bon ratio de 50%. 4 récompenses, dont celui du meilleur montage pour Albert Jürgensen, futur monteur de plusieurs films de Miller. Mais aussi celui de meilleur scénario pour Claude Miller, Jean Herman et Michel Audiard. César qui, je l'espère, consolera un peu Audiard du fait que les médias aient peu parlé de lui comparé à Claude Miller. Certains ne l'ont même pas mentionné une fois. Ce sera d'ailleurs son seul César, mais il faut dire que les Césars ont été créés assez tardivement dans sa carrière. Michel Serrault, lui, reçoit le deuxième de ses 3 Césars du meilleur acteur, criant quand même la politesse à Patrick Devers, Michel Piccoli et son vieux compère Philippe Noiret. Et Guy Marchand recevra lui son seul César, celui de meilleur acteur dans un second rôle. Et second rôle quand même assez conséquent en plus. Je veux dire, j'ai vu des gens recevoir cette récompense pour des rôles bien plus anecdotiques, aussi bien niveau temps de présence que présence marquante. Au final, Garde à vue va relancer la carrière de Claude Miller, qui signera plusieurs films à succès dans les années suivantes. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la gestation de Garde à vue, vous noterez que c'est vraiment le genre de film qui est devenu ce qu'il est grâce à l'implication d'énormément de monde, un vrai travail collectif. Là encore, le réalisateur Claude Miller, malgré l'excellent travail qu'il a fait, est loin d'être le seul auteur de son film. Parce qu'on a donc les Rossignols qui ont donné le roman à Audiard, qui a signé les dialogues, mais il a été également écrit par 2 autres personnes et tous ces dialogues n'ont pas été gardés.
Les comédiens ont aussi apporté leur touche personnelle, et pas seulement sur le plateau, mais aussi durant la pré-production. Tous ensemble, ils ont donné un des meilleurs policiers français que vous pourriez voir. C'est Garde à vue qui m'a fait devenir un peu un metteur en scène reconnu. C'était un peu la chance de ma vie. Hein. Ah, et non, je n'ai pas vu le remake américain, et à vrai dire, je ne pense pas le faire. Quoique, peut-être un jour.